This episode is brought to you by Nordstrom. Spring calls for a wardrobe refresh, and Nordstrom has the best styles of the season. From dresses and denim to standout tops and accessories, find the trends and essentials that feel right for you. Discover new arrivals from brands you love like Wave, Princess Polly, Mango, Adidas, and Free People. Plus, free shipping and returns and free styling appointments make everything so easy. Shop in stores at Nordstrom.com or download the Nordstrom app. Vous écoutez Après le vide, le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et ici, des personnes qui ont vécu ces violences viennent raconter leur histoire et ce que ça a changé dans leur vie. On en parle simplement, sans tabou, pour déculpabiliser et surtout comprendre comment ces violences marquent nos corps, nos esprits et nos quotidiens. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes, et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Il y a 2 épisodes par mois, et si le podcast vous aide ou vous parle, le meilleur moyen de le soutenir gratuitement, c'est de lui mettre la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Après le vide. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Romane. Victime de soumission chimique par son ex-beau-père à l'aide d'anxiolytiques quand elle n'était encore qu'adolescente, Romane a traversé 10 années de procédure judiciaire. 10 ans à attendre, à espérer et à retenir son souffle. Dans cet épisode, elle témoigne pour que les choses changent. Elle parle notamment du cas incestuel et de la violence dans lesquelles elle a grandi, des manquements de la justice, de l'usure et de l'isolement. Elle raconte aussi ce que la soumission chimique a abîmé sur la durée. Romane partage enfin les souvenirs fragmentés qui lui restent de son ex-beau-père, le déroulé de la procédure judiciaire et la fuite rendue possible grâce à l'aide de sa cousine. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Romane. Bonjour. Comment tu vas ? Bah ça va, merci, ça va. Un peu stressée ? Non, en vrai ça va. Maintenant, ça je va. gère pas trop mal le sujet, donc le temps est passé aussi, donc ça, j'ai un autre regard sur le sujet. Donc, plus de facilité. Ouais. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter pour qu'on en apprenne un petit peu plus sur toi, s'il te plaît ? Bien sûr. Donc moi je suis Romane, j'ai 29 ans. Moi et aussi. ça fait... Ouais. C'est assez drôle parce qu'on a lunettes, cheveux longs, même prénom. Ouais, c'est vrai. C'est un peu original. On ira se renseigner à la maternité. Ouais, hein, ça laisse douter là. Et ça fait, ouais, on va dire 12 ans que les faits se sont déroulés. Donc ça fait 3 ans que c'est entre guillemets terminé d'un point de vue judiciaire. Ok. En quoi c'était important pour toi de venir témoigner aujourd'hui ? En fait, c'est important parce que je trouve que c'est un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur. Il y a de plus en plus de gens qui témoignent, les gens en parlent de plus en plus dans les médias, sur les plateaux télé et même dans les journaux. Et c'est un sujet qu'il faut vraiment prendre en considération, mais vraiment de manière assez considérable, parce que c'est un sujet comme un autre en termes de gravité, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a il y a pas de choses il y a rien qui est mis en place pour aider les victimes à être prises en charge. Enfin, il y avait vraiment rien. Enfin, déjà à mon époque, le terme de soumission chimique, c'était pas du tout employé. Oui. Vraiment, ça commence vraiment à prendre de l'ampleur. Je pense notamment avec l'affaire Pédico, hein, bien sûr. Et c'est vrai que moi, je témoigne parce que du coup, c'est arrivé dans un schéma intrafamilial. Donc ça peut faire écho à pas mal de personnes. Et pour aussi pousser les gens à parler, à ouvrir la parole et à oser dénoncer et à pas avoir honte en fait de ce qui s'est passé. Parce que c'est vrai que c'est grave, c'est important et on doit être soutenu et accompagné et pas rester enfermé dans sa douleur. D'autant que j'ai rejoint un groupe de travail avec la députée Sandrine Josso pour aider à avancer sur le sujet, et elle a mis en place des actions vachement bien sur la prise en charge des tests pour la soumission chimique notamment, et c'est vachement intéressant parce que ça avance petit à petit, mais ça donne de très bons résultats, donc c'est plutôt bien. Ouais.
Bah, puis c'est intéressant aussi parce que c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, la soumission chimique, évidemment avec le procès pédicaux, on pense surtout à tout ce qui est dans le couple. Enfin, moi aussi, du coup, j'ai été victime de soumission chimique au sein de mon couple à l'époque. Mais toi, pour le coup, c'était pas c'était pas au sein du couple, c'était avec ton beau-père, c'est ça? Ouais, c'est ça, mon ex-beau-père. Ouais. C'était assez Est-ce que tu peux du coup nous raconter ce qui t'est arrivé? Bien sûr. En fait, alors en fait, déjà pour le remettre dans le contexte, moi j'ai grandi avec des parents divorcés. Donc je pense qu'ils ont divorcé quand j'avais à peu près entre 8 et 10 ans, je sais pas l'âge exact. Et du coup, à cette époque-là, au départ, j'étais en internat, donc je voyais mes parents un week-end sur deux. Et ma mère était déjà avec cet homme-là, donc je le voyais un week-end sur deux et une partie des vacances scolaires, comme il y avait la garde partagée. Déjà à ce moment-là, il avait un comportement apparemment un peu bizarre, mais à l'époque, je me rendais pas compte. Et même quand j'ai lu les différents interrogatoires des proches de la famille et même d'amis à moi, j'étais un peu étonnée parce que je me rappelais pas de ça. Enfin, j'avais pas de souvenir de choses comme ça. Enfin, ça me parlait pas. Et donc après l'internat, donc j'ai fait 2 ans d'internat et après je suis retournée vivre chez mon père. Et là, en fait, pour le coup, j'étais un peu, je sais pas, j'étais dans une période un peu, j'étais dans l'adolescence, donc j'étais un peu perdue, je me laissais un peu dans les dérives, enfin, je faisais un peu des trucs pas très cool, enfin, j'ai eu un peu de mauvaise fréquentation et derrière, ça m'a pas apporté de bonnes choses, donc mes parents, d'un commun accord, ont décidé que j'irais vivre chez ma mère pour m'éloigner un peu de tout ça et entre guillemets reprendre un droit chemin, sauf que en fait, sans le savoir, ils m'ont un peu envoyé dans la gueule du loup, donc malgré eux, c'est ça qui est triste. Et forcément, lui, ça lui a beaucoup servi parce qu'il s'en est servi de ça pour, entre guillemets, avoir plus ou moins un contrôle sur moi, dans le sens où, plus ou moins sous-entendu, vu que son père, en gros, s'il se passait ça, moi, je vais être là pour elle, je vais essayer de voir ce qui va pas, enfin, essayer d'être présent, d'être une pseudo-figure paternelle encore pour toi. Voilà, plus ou moins, parce que puis c'était surtout aussi un moyen de plus ou moins de se rapprocher de moi pour que je parle de trucs et que après il aille balancer au reste des personnes qui puissent être concernées les dites choses. Donc forcément, moi je sentais déjà le truc venir parce que je le voyais au quotidien et je voyais bien sa personnalité et sa façon d'être et d'agir au quotidien et je savais très bien que j'allais certainement pas lui parler, que j'allais rien lui dire, que déjà d'une part j'avais pas envie d'en parler avec lui, c'était pas la peine. Mais parce qu'en plus comme j'ai eu des mauvaises fréquentations, etc., j'ai pas eu de téléphone pendant un long moment, donc j'avais pas de moyen de contact avec mes amis, enfin j'étais un peu isolée, donc lui ça lui a bien servi aussi pour tisser sa toile, tout ça, et il a un peu aussi influencé les choix pour que je récupère un téléphone ou maintenant ou plus tard. Enfin, il a essayé de vachement s'immiscer là-dedans et derrière, ça m'a un peu desservi parce que j'étais un peu en mode ok, j'ai pas mon mot à dire, même si je dis quelque chose, de toute façon, ça sera pas pris en compte. Donc en soi, je devais un peu subir le truc et c'est vrai que le quotidien était hyper lourd, sans parler forcément de ce que j'ai vécu en termes de soumission chimique, mais même le quotidien en général, avec cette personne-là, c'est quand même assez hardcore parce que il décide de tout, on n'a pas le choix, c'est des accès de colère des fois, mais démesurés pour des trucs, mais vraiment ridicules, enfin... C'est quelqu'un de violent, quoi. Verbalement et psychologiquement, il est assez violent parce que moi, je sais que pour des broutilles, mais vraiment, des trucs qui sont partis, mais de rien, je me suis fait pourrir comme jamais. Vraiment, mais j'avais rien fait, j'avais rien demandé. Et enfin, même une fois, c'était arrivé devant ma mère, enfin, elle l'avait entendu, mais enfin... Puis elle a rien dit, elle a trop rien dit parce que bon, après, elle était aussi un peu manipulée, enfin, c'est tout un contexte j'allais te poser la question, finalement, il y a quand même visiblement de l'emprise ou un contexte de violence qui est présent. En fait, ma mère, elle avait une pharmacie, donc elle travaillait très tard. Et comme elle avait 1 heure de route pour rentrer à la maison, elle n'était pas là avant au moins 21h, 20h30, 21h. Donc moi, je finissais le lycée, on va dire, entre 16h30, 17h, voire 17h30. Donc toute la fin d'après-midi, je suis à la maison toute seule avec lui. Donc en gros, c'est un peu lui qui gère. Et moi, voilà. Donc c'est un truc qui lui plaît pas, je vais en prendre pour mon grade. Enfin, c'était que des petits trucs comme ça. S'il avait dit à ma mère que j'avais fait un truc alors que je l'avais pas fait,
bah moi personne n'allait m'écouter, donc bah ok, c'est que je l'ai fait, alors qu'en fait pas du tout. Enfin, c'est que des choses comme ça vraiment. Et à cette époque-là, moi en plus j'étais hyper bah, aussi avec ce que j'ai vécu, j'étais hyper renfermée, hyper timide, j'étais toujours un peu très mal à l'aise en société. J'arrivais pas à m'exprimer devant les gens, hein. Enfin, c'était quelque chose de vraiment difficile. J'avais pas beaucoup d'amis dans mon nouveau lycée, enfin, j'étais vraiment très très isolée. Et ça, bah, pour le coup, ça m'aidait encore moins parce que quand il invitait des gens à la maison, bah, j'étais un peu timide, donc j'allais dire bonjour, mais je restais pas parce que bah, déjà je suis une ado en plus, et puis bon, bah, moi j'avais rien de trop important à dire à ces gens, et bon, bah, je disais bonjour, j'étais polie et basta. Mais parfois ça suffisait pas, et forcément bah, j'avais des crises parce que j'avais pas dit bonjour, j'étais pas aimable, j'étais pas polie, machin, tout le tintouin, enfin des trucs. Ouais, en fait ça n'allait jamais quoi que tu fasses. Ouais, ça allait jamais. Il y avait toujours une raison pour lui d'être derrière toi, quoi. Ouais, ça allait jamais. Puis après, bah, quand j'ai pu de nouveau avoir accès à un PC, bah, ils ont mis un mot de passe. Donc ça, en soi, je suis d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais bon, derrière, j'étais dépendante parce que je devais demander tout le temps à aller sur le PC, etc. Et puis, du coup, ils n'hésitaient toujours pas à me demander ouais, si jamais tu veux parler de quoi que ce soit, faut pas hésiter, machin. Puis si tu invites un copain à la maison, il n'y a pas de problème, patati patata. Bah ouais, mais non. C'est certainement pas à lui que j'allais parler. Donc déjà, voilà. Et puis du coup, il se servait de ça, il servait justement des rituels qu'il avait instaurés le vendredi soir où j'étais là pour entre guillemets, me tirer les verres du nez et essayer de me demander comment se passait la semaine, s'il n'y a pas eu des trucs un peu croustillants à aller raconter à ma mère, je ne sais pas. Mais je sais que moi je racontais jamais rien parce que je voulais pas lui raconter. Donc, de toute façon, c'était certainement pas à lui que j'allais en parler, mais... Ouais. Comme visiblement j'étais un peu trop surveillée, bah, j'avais pas vraiment de gens à qui raconter des trucs parce que en fait il a trouvé mon journal intime, donc il a photographié chaque page en long, en large et en travers pour la garder dans son PC. Donc quand j'ai vu ça, j'ai fait ah bah ok, bah je vais aller le jeter dans une poubelle dans la rue, mais visiblement il a dû savoir parce que était visiblement hyper bien respecté, quoi. Très. Et du coup je l'ai jeté dans une poubelle dans la rue de mon village, mais je pense qu'il l'a su parce qu'il l'a pas retrouvé. Enfin, ça m'a porté préjudice sur tellement de trucs parce que à cette époque-là, on n'a pas le même langage, on n'a pas un langage très mature et on exprime un peu ce qu'on voit, on rêve ou on cauchemarde ou ce qu'on ressent un peu comme on peut. Et puis clairement, déjà de base, je veux dire, ça s'appelle un journal intime, donc personne n'a le droit de le lire. C'est ça. Donc en fait, peu importe ce que tu écris dedans, t'as même pas à te justifier. Normalement, t'es la seule personne qui a le droit de le lire, à moins que tu choisisses de montrer des pages à, je sais pas moi, tes potes ou quoi que ce soit. Mais je veux dire, à la base, c'est ton journal et c'est ça. Peu importe comment tu t'exprimes dedans. J'en avais... je suis là, puis après j'ai dû écrire 2-3 trucs dans un autre carnet, mais évidemment, comme quand j'ai porté plainte, moi je suis partie en catastrophe de la maison, sur le coup j'ai pensé à rien, et il restait un carnet que ma mère qui était resté et qui est du coup allé dans les pièces à conviction. Et derrière, il s'en est un peu servi pour me tacler à la confrontation et sur d'autres trucs. Et en fait, globalement, toute sa défense, c'était sur ce que j'avais fait avant d'arriver à habiter chez eux, quoi. Toutes les conneries que j'avais faites. Donc pour eux, c'était juste à cause de ça et que j'avais des problèmes. Aucun rapport, quoi. Oui, voilà. Alors ça n'a aucun rapport dans l'histoire et que là, on n'est pas du tout dans un tribunal pour ça. Enfin, c'est vraiment... Et je comprends pas qu'on ait laissé avoir une défense comme ça. Enfin, après, j'ai envie de dire, tous les arguments sont bons pour casser un peu la partie adverse, mais là, quand même, clairement, c'était un peu me faire passer pour une salope, enfin, clairement, parce que j'avais des problèmes, etc. Enfin, c'était vraiment moi, quoi, le problème. Donc, quand on a 6 heures d'audience avec des plaidoiries horribles avec ses parents à côté, et qu'ils rebalancent des trucs comme ça, ouais, on s'enfonce dans le siège et on attend que ça passe. T'avais quel âge, toi, à ce moment-là ? Je venais d'avoir 17 ans, je crois, à peu près. Ok, donc... Ouais, ça faisait j'avais tout juste 17 ans, en fait, ouais. Donc, c'est assez chaud, quoi. Enfin, ça me tombe dessus comme ça, et en fait, on se dit, ok. Et plus le temps passe, et plus on remet dans le contexte des trucs, et plus on arrive à assembler des pièces de puzzle, et plus on se dit, mais en fait, c'est une dinguerie, il se passe des trucs de dingue, et enfin, c'est pas possible, quoi. Donc, Puis après, je sais pas quel était le contenu de ce journal intime et de ce que tu pouvais écrire dedans, mais j'imagine que par rapport à ce que tu vivais, c'était limite des preuves, en fait. En fait, j'ai rien écrit sur ce qui se passait à la maison avec eux. C'était plus sur la période d'avant. Parce que, comme j'avais pas de bonne donc alors vraiment, ça n'avait rien à voir avec tout ça. Et enfin, je veux dire, peu importe ce que tu as fait avant, il n'y a vraiment aucun ça, c'était celui qu'il a jeté, que j'ai jeté. Et le deuxième, c'était sur des rêves que j'ai pu avoir, des trucs,
parce qu'on rêve de tout et de rien, on peut avoir des rêves érotiques comme des rêves horribles, enfin comme des rêves hyper cool, enfin j'ai noté un peu de tout et rien et en fait, enfin ils comprennent pas que les adolescents ils ont pas encore une maturité certaine non, c'est clair. qu'ils s'expriment un peu de leur façon et que du coup bah ça m'a fait un peu passer pour une salope un peu dans ce que je raconte et du coup j'étais en mode Et puis je veux dire le rêve c'est quand même des choses inconscientes quoi. bah c'est ça en fait. Tu contrôles pas et autant des fois ça peut avoir des rapports avec ce que tu traverses, autant des fois c'est tellement what the fuck que c'est juste un rêve, ton cerveau est en Bah mode c'est ça en fait. pourquoi, mais c'est tout. Enfin, et je pense qu'ils ont dû je veux dire, on essayer n'est plus en 1950, c'est plus Freud qui vient analyser les rêves et dire tiens, ça va être ça quoi. bah c'est ça, puis je pense qu'ils ont dû se dire bah oui mais du coup peut-être qu'elle confond avec un rêve, peut-être qu'elle a juste rêvé ou je sais pas. Enfin au début mais après de toute façon comme dans les trois quarts des cas bah j'ai menti, c'est pas vrai, c'est pas moi, c'est pas lui, j'ai tout inventé, machin, enfin c'est toujours des trucs faramineux mais c'est quand même enfin c'est un stratagème très bien ficelé du début à la fin parce que au départ j'étais dans une situation compliquée chez mon père. D'un commun accord avec ma mère, ils me mettent à vivre chez ma mère. Sauf que derrière, bah, j'ai plus de téléphone, j'ai plus rien, j'ai accès à rien. Je suis isolée, coupée du monde. Donc hop, bah, lui, il tisse sa toile et terminé. Après, hop, là, il peut commencer ce qu'il veut faire et il est tranquille. Enfin, personne le voit et personne peut le voir. Enfin, personne peut se douter parce que bah, ma mère, elle rentrait tard et elle allait se coucher hyper tôt. Donc personne pouvait voir ce qui se passait en fait. Enfin, vraiment, mais personne. Enfin, à part se douter qu'il y avait quelque chose du fait de son comportement en général envers les gens, personne ne pouvait se douter que c'était à ce point-là, en fait. Ils pouvaient juste se dire, bah ouais, ça doit pas être ouf l'ambiance là-bas, mais de là à s'imaginer ça, mais enfin, il y a un monde mais, qui s'écroule, quoi. Enfin, les gens étaient tous choqués quand ils ont appris ça, parce que forcément, ils ont interrogé les proches, les amis proches, et tout ça, et quand les gens, ils ont appris ça, ils étaient, mais... Enfin, waouh, genre ils s'y attendaient, mais tellement pas. Parce qu'ils le connaissaient et ils l'aimaient pas, parce qu'il avait un comportement quand même très particulier et pas très. Comment dire, pas très chaleureux avec eux. Enfin, il était un peu imbu de sa personne et très. Très plutôt égocentrique, je pense. Ouais, d'accord. Et il n'avait pas un comportement terrible avec les gens et. Bah, il n'avait pas forcément le côté, tu sais, double facette qu'on peut retrouver chez certains hommes violents, bah, certains agresseurs. En fait, c'est ça justement le problème, c'est que devant les gens que fréquentait ma mère, il avait un comportement quand même très, très particulier. Il faisait des blagues salaces, ou il pensait que bah, parce qu'ils étaient amis avec ma mère, il pouvait avoir des réductions dans, je sais pas, dans le garage de la voiture dans le garage de voiture que pouvait avoir un des amis de ma mère, ou des trucs comme ça. Enfin, ouais, donc en fait, il est quand même, il se montre d'une certaine façon où il est, je sais pas comment on pourrait dire, irrespectueux. Oui, voilà, il était respectueux, je cherchais le mot. Il était un peu irrespectueux et. Ouais, il y en a qui se montrent vraiment sous un jour qui n'est pas du tout le vrai finalement, genre il va avoir une image parfaite, idéalisée. C'est ça. Bah, en fait, c'est dans ça, l'intimité, évidemment, ils remettent le côté qui ils sont en fait. Là, pour le coup, lui, il est vraiment irrespectueux. Merde, pardon, mon micro. Il est vraiment irrespectueux du. Enfin, il change pas en fait. En fait, devant les gens donc, que ma mère fréquentait, il était assez irrespectueux. Enfin, il y a eu pas mal d'histoires. Avec ma tante aussi, il s'est embrouillé pour rien. Il a cherché un peu les problèmes et derrière, il est parti comme ça en claquant la porte. Enfin, mon oncle a dû le foutre dehors parce qu'il commençait à s'énerver tout seul dans son truc. Ouais. Et derrière, donc mon oncle l'a foutu dehors. Ma mère, sur le coup, elle a pas compris. Mais en fait, après, bah, il lui a expliqué des trucs, des machins. Et ah ouais, mais peut-être que ta tante, elle a dit un truc et tout, machin, gna gna. Alors que devant les gens que lui fréquentait, là où on habitait, c'était mais rien à voir. Il faisait exprès de me provoquer, de me titiller, des trucs comme ça, pour que derrière, bah, je réagisse un peu, je m'énerve un peu, ou j'ai des réactions exprès. Pour justifier le Roman, allez, ceci, ouais, voilà, je suis pourrie gâtée, je suis insolente, je réponds pas bien, ou des trucs comme ça, enfin, je pas mon comportement, et les gens, forcément, bah, ils me voyaient comme ça, parce que j'étais hyper timide, hyper réservée, renfermée, j'étais pas à l'aise avec les gens, surtout les hommes, et derrière, ils faisaient exprès de me titiller, de me provoquer, et bah, forcément, les gens, ils avaient une très mauvaise image de moi derrière, donc quand le scandale a éclaté, bah, ils m'ont tous tourné le dos, et en même temps, bah, ils sont de son côté à lui parce que c'était proche à lui, mais bon, je me dis quand même, c'est un sujet grave, et enfin, bah, ils m'ont tous craché dans le dos, en fait, enfin, enfin, c'était terrible, quoi. Ces jours-là, d'un coup, paf, en fait... c'est une menteuse, non, moi je la connais, je l'ai bien vue,
c'est une adolescente pourri gâtée qui a fait tout ça pour repartir vivre avec ses amis chez son père, machin et tout. Enfin, vraiment, alors qu'en fait, t'es juste une adolescente, en souffrance, quoi. Ah, mais totalement. J'étais clairement, je pense que je devais être très clairement en dépression à ce moment-là parce que j'avais vraiment une attitude très solitaire et vraiment, je pense, de déprimée parce que les gens, dans ce que j'ai lu dans les témoignages, les gens me voyaient vraiment en mode pas bien du tout et j'étais vraiment en gros bad et j'étais complètement perdue sur toute cette année et je pense que ça a été la goutte d'eau en fait. Quand c'est arrivé, je me suis dit, mais ça y est, en fait, c'est l'hécatombe. Enfin, là, c'est le coup de grâce, ça m'a achevé. En fait, je me suis dit, mais ouais, c'est déjà pas simple, mais là, c'est quand même assez chaotique et j'avais déjà du mal à m'intégrer, j'avais pas beaucoup d'amis et tout. Enfin, ça aide pas non plus. Et derrière, ça en plus, avec une ambiance de merde à la maison, c'est une période pas simple, on est isolé, on n'a rien. La seule chose que j'avais, c'était mon chien avec qui j'étais tout le temps, qui était avec moi dans mon lit, qui jouait avec moi, que j'emmenais promener, que j'emmenais à l'éducation, avec qui je jouais, je lui donnais des petites friandises. C'était vraiment mon petit chien, mon rayon de soleil, c'était un peu mon confident, mon numéro 2 en fait, c'était un peu mon tout en fait, on était hyper complémentaires. Et c'est aussi une des grosses douleurs que j'ai eues quand je suis partie, c'est que et que je l'ai toujours et que j'ai toujours et que j'ai du mal à accepter, c'est que quand je suis partie pour aller déposer plainte, je lui ai dit t'inquiète, je reviens dans pas longtemps et tout, enfin tranquille, et en fait je suis jamais revenue et j'ai jamais pu le récupérer parce que personne n'a pris en compte cette douleur et le fait que sans lui c'était très difficile et du coup j'ai été un peu aussi laissée à l'abandon là-dessus et personne n'a pris en compte ça et m'a essayé de m'aider pour que je puisse au moins le revoir ou le récupérer, donc j'avoue que ça fait aussi et j'imagine à quel point ça a dû être difficile. Je l'ai jamais revu depuis, j'ai jamais su. Enfin, ça a été très dur parce que c'est le fait de lui dire je reviens et que je reviens pas. Déjà, il a dû se sentir abandonné. Et je sais très bien que quand je suis pas là, il pleurait devant ma porte quand j'étais pas là les week-ends. Donc, forcément, je savais très bien qu'il allait pleurer et qu'il allait être triste, mais j'avais aucun moyen de. Du coup, tu ressens de la culpabilité par rapport à ça, j'imagine. Je me dis que... Ce que j'allais dire, à un moment donné, à ce moment-là, il fallait que tu sauves ta peau et t'as fait comme tu pouvais, t'étais très jeune, t'avais pas de... C'est ce que j'essaye de me dire, que j'ai fait de mon mieux, que j'ai réagi comme j'ai pu sur l'instant, en mode survie, mais en fait, si j'avais su que j'allais pas revenir, je crois que je l'aurais pris avec moi, peu importe ce que ça aurait coûté, et je l'aurais gardé avec moi coûte que coûte et je l'aurais jamais laissé quoi parce que lui il s'en occupait pas non plus très bien et le chien était bien plus heureux avec moi qu'avec lui mais bon moi j'ai rien pu faire personne n'a voulu m'aider là-dessus et bon j'ai un peu fait avec et j'ai essayé d'avancer mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est encore difficile parce que c'est vrai que c'était mon premier chien et on avait vraiment une relation exceptionnelle et c'était un peu mon meilleur ami quand j'étais isolée là-bas, donc c'est vrai que il s'appelait Elias et c'était un petit teckel à poil dur qui était vraiment adorable et qui était vraiment hyper mignon, qui m'adorait, qui était tout le temps proche de moi. On était vraiment liés et faits l'un pour l'autre. C'était un coup de foudre quand je l'ai récupéré à l'élevage et franchement, je me suis jamais autant amusée avec un chien qu'avec lui. C'était vraiment, c'était trop bien en fait. C'était nos petits moments à nous. Quand je rentrais de la semaine, il m'accueillait à la porte. J'avais même pas passé le pas du portail qu'il m'entendait. Il faisait 3 fois le tour du salon. Il était au bout de sa vie. Il était trop content. Enfin, il m'avait jamais fait de joie comme ça. Enfin, c'était vraiment les meilleurs moments, quoi. Mais bon, après... c'était la douceur dans tout ce chaos, finalement. C'est ça. J'avais au moins lui. Donc, ça me permettait un peu d'avoir de la compagnie et de le sortir, de m'occuper de lui, de penser à autre chose en fait mais c'est vrai que ça n'a pas été simple et ça lui servait aussi d'excuse pour venir dans ma chambre la nuit parce que le chien il s'est levé, il est venu dans ta chambre la nuit donc je suis allée le chercher bien sûr oui c'est sûr alors que ma porte était toujours fermée et que le chien venait jamais moi je sais que le chien il revenait jamais dans mon lit ou alors c'était très rare donc franchement c'est un peu fort de café je trouve. Ça a été aussi un prétexte pour ou de dire que je suis somnambule aussi, ça c'était fabuleux parce que personne de ma famille a dit que j'étais somnambule, il n'y a que lui pour l'affirmer par A plus B, donc c'est quand même vraiment incroyable.
c'est des trucs vraiment fabuleux. Moi, ça me dépasse. C'est vraiment des trucs encore, enfin, des justifications, mais, enfin, et c'est pas le pire. Enfin, il y a eu bien pire après, mais, enfin, déjà, le fait que, donc, ce rituel, c'était, donc, un vendredi sur deux quand j'étais à la maison. Donc, quand j'étais à la maison, monsieur voulait essayer de me tirer les verres du nez. Donc déjà, faut subir ce moment parce que moi, clairement, j'ai pas envie. Ça me saoule. C'est pas à lui que je veux parler. J'ai pas envie de boire du jus d'orange ou une autre boisson, quoi que ce soit. Moi, c'est de l'eau et c'est tout. Mais bah, j'ai pas le choix. Je fais avec. Faut que je fasse avec parce que j'ai déjà tenté de négocier. Ça ne marche pas. Entre guillemets, faut faire plaisir. Donc, c'est jus d'orange ou alors un autre jus ou alors du lait aromatisé ou alors de l'eau avec du sucre ou alors un autre truc, mais tout sauf de l'eau en fait. Vraiment pas d'eau quoi, vraiment, mais il y avait un truc avec l'eau déjà. Donc, déjà, premier truc un peu suspect en y réfléchissant plus tard, bon, ça déjà ça va pas. C'est ce que j'allais dire, parce que faut déjà. Enfin, je veux dire, l'eau, c'est le truc le plus pur en termes de goût. Je veux dire, il n'y a pas. Bah, c'est ça, il n'y a pas de goût, il n'y a rien. Alors que si, effectivement, je sais pas comment il en est arrivé, enfin, par quel moyen il est passé par la soumission chimique, pardon. Mais effectivement, s'il mettait des trucs dans ton verre, l'eau bah, est facilement peut-être plus grillée. L'eau, je pense que c'est. Le goût pouvait varier, et en fait, bah, du coup, très souvent, moi je prenais que du jus d'orange parce que bah, c'est ce que j'aimais en général, j'étais pas trop dans les autres jus de fruits et j'ai toujours trouvé mon jus d'orange avec un goût horrible, je le trouvais assez amer plusieurs fois et j'ai changé plusieurs fois de marque en me disant mais il y a un problème, c'est pas possible, là ça me va pas, le goût est bizarre. Donc j'ai changé plein de fois de marque et j'avais toujours ce souci-là, je me suis dit bon, c'est quand même bizarre. Je pense que depuis le temps qu'il est ouvert, le goût il a pas changé, en 3-4 jours, il est encore buvable, c'est pas un problème. Donc déjà, je me suis dit, bon, sur le coup, je percutais pas, mais c'est quand j'ai remis dans le contexte tous les éléments que je me suis dit, mais en fait, ça, plus ça, plus ça, bah, c'est évident, en fait, qu'il y a un truc. Sur l'instant, tu peux pas y penser. Bah, c'est ça. C'est pas quelque chose qui te bah, saute non. aux yeux directement. Moi, je voulais que ça passe vite, donc il me servait ce verre-là dans un verre opaque, en plus, donc bleu, donc on voyait pas vraiment l'intérieur. Qu'il l'avait directement après dans l'évier pour pas laisser traîner ça dans l'évier, etc. Et que soi-disant ça se passe pas au lave-vaisselle, bon, ok. Plus avec une paille. Plein d'éléments qui font qu'on direct on pense soumission chimique quoi. Ah bah c'est ça, puis en plus il fallait le boire avec une paille parce que le premier qui le finissait il gagnait un petit billet, un petit truc, un petit vêtement ou un gadget ou enfin plein de trucs. Je crois qu'à la fin j'ai dû atteindre 150 € je crois, je sais plus. À force j'ai dû avoir 150 €, un truc comme ça. Et puis le bruit de la fin du fond du verre avec la paille, soi-disant le chien il hochait la tête de chaque côté, ça l'intriguait, donc ça le faisait, c'était drôle. Soit en soi, pourquoi pas, mais bon. C'est tellement insidieux, putain. Comme par hasard, bah, je finissais le verre plus vite, hein, évidemment. Donc, bah, après, moi, j'allais me coucher, normal, voilà. Mais il y a quand même un soir où j'ai eu la sensation quand même, je lui ai dit, mais c'est bizarre, j'ai de la poudre au fond de mon verre, je sais pas, c'est bizarre. Il me dit, ah ouais, non, je sais pas, moi j'en ai pas, ouais, c'est bizarre. Bah, je sais pas, ouais. Et puis hop, là, bon, bah, on finit le verre, hein. Allez, le premier qui finit a gagné. Donc évidemment, bah, on boit tout cul sec, hein, parce que bah, ça marche mieux comme ça. Donc forcément, bah, voilà. Et en plus, qu'est-ce que je voulais dire ouais, donc fallait le boire plus vite, mais bon, comme par hasard, bah, je gagnais à chaque fois, hein. Donc le verre était vite consommé. Et très souvent, il y a plusieurs lendemains où où je me réveillais un peu fatiguée, genre vraiment. Enfin, j'allais te poser la question, t'avais des symptômes du coup bah, je pense que c'était dû à ça parce que je me réveillais samedi, j'étais très fatiguée, mais enfin, c'était assez bizarre. Du coup, je me levais vers 9h, j'allais devant la télé, puis je comatais devant la télé parce que j'étais un peu naze, mais j'arrivais pas forcément à m'endormir dans mon lit, mais du coup, je zonais devant la télé, puis je piquais un peu du nez, enfin, j'étais un peu vaseuse, c'était un peu bizarre. Et il y a eu des fois choses qui t'arrivaient pas du tout la semaine. Bah, c'est ça. Après, il y a des fois où j'étais un peu malade, mais je me dis que c'est peut-être parce que j'ai peut-être mélangé un médicament antidouleur que j'ai pris avec ça, ou qu'il m'en a donné trop, ou je sais pas, parce que j'avais un peu genre des. Après coup, je dirais presque des nausées, mais vu que maintenant je connais un peu ces médicaments et tout, peut-être un peu comme si j'avais eu une trop dose ou un truc comme ça. Enfin, c'était un peu particulier. Mais c'est hyper dangereux parce que, effectivement, bah,
le principe, c'est que toi, tu saches pas ce qu'il y a dans ton verre, mais pour le coup, après, effectivement, tu peux prendre d'autres médicaments, peut-être des traitements à côté. Bah, c'est ça, en fait. Ça, après, il connaissait ça un peu parce que, enfin, il a fait des études de pharmacie qu'il a pas fini, donc en soi, je pense qu'il connaissait un petit peu, mais après, c'est vrai que pendant un moment, bah, j'ai eu juste en très courte durée je crois peut-être 2 fois sur 2 rendez-vous chez le dentiste un petit relaxant pour pas citer le médicament, pas un anxiolytique mais un truc léger pour me détendre parce que j'étais un peu flippée du dentiste et tout, enfin ça me stressait pas mal, donc je sais que j'ai eu ça en peut-être 1 ou 2 fois, donc bon en soi ça va. Et après j'avais pas vraiment de gros traitements lourds sur du long terme. Mais c'est vrai que ça aurait pu être hyper dangereux parce qu'au final, bah, je sais pas quelle dose j'ai eu dedans, je sais pas combien ils m'en mettaient au quotidien, enfin, sur ces jours-là, enfin, c'était vraiment, enfin, ça aurait pu être vraiment grave, quoi, enfin, même si au final, sur le long terme, au niveau de la tête, bah, ça peut flinguer le cerveau, enfin, ça peut complètement, enfin, faire partir en vrille, quoi, enfin, c'est vraiment grave, quoi. Et moi, je sais même pas combien de fois j'en ai eu dans le verre parce que j'ai le souvenir que de 2 fois. Alors après, enfin, je sais que bah, entre la fois là où ce qui s'est passé et l'autre fois où j'ai senti la poudre dans le verre, pour moi j'ai compté 2 fois. Mais en fait, si ça se trouve, il y a eu d'autres fois quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier. Tu peux pas retrouver de traces malheureusement quoi maintenant. Bah non, c'est ça. Enfin, ou même à l'époque où tu t'en es rendu compte, c'est tellement insidieux. Bah en fait, j'ai eu des traces dans les cheveux parce qu'on a fait un prélèvement du coup de cheveux au CHU après que j'ai porté plainte. Parce que en fait, quand j'en ai parlé, bah, c'était la seule personne à qui je pouvais en parler, donc c'était ma cousine, qui est aussi ma marraine, et du coup elle est médecin, et en fait, bah, elle a un peu elle connaît quand même les comportements à avoir, etc. dans ce genre de cas. Donc elle m'a emmenée directement au CHU, j'ai vu des gynécologues, des médecins, des trucs, des machins. Période complètement trou noir, j'ai complètement oublié ce passage-là, amnésie traumatique, je m'en rappelle pas. Mais je sais que bah forcément là j'ai eu une trithérapie préventive prescrite en direct et j'avoue que je l'ai très mal vécu. Et pour le coup après j'ai eu d'autres examens mais pas forcément tout de suite, mais dans les semaines qui ont suivi. D'ailleurs c'est un peu bête mais je sais pas pourquoi ça a été fait comme ça, mais enfin ça m'a un peu desservi sur des trucs, c'est un peu bizarre, mais du coup je pense que genre 2-3 semaines après bah, j'ai été au CHU pour qu'on me prélève une mèche de cheveux. Et j'ai aussi donné les vêtements que je pensais avoir portés à la gendarmerie, parce qu'il y en avait plusieurs, vu que j'avais un peu oublié le t-shirt exact que je portais ce soir-là et tout, enfin j'étais un peu dans le flou. Donc j'ai donné plusieurs vêtements et ils ont retrouvé des traces de sperme dessus. Donc ça veut dire que dans tous les pyjamas que j'aurais pu éventuellement porter ce jour-là ou un autre jour, ils s'étaient souillés, donc c'est juste horrible. Et il y avait une dose significative de benzodiazépine dans mes cheveux, qui signifie une consommation régulière. J'ai plus le détail exact, mais en gros, ça voulait dire que j'en avais une consommation assez fréquente. Mais comme je leur ai dit en long, en large et en travers, moi, je consomme pas de ça de mon propre chef. C'était uniquement en cas de besoin et donné par mes parents uniquement avec mon accord. Donc ça a dû arriver 2 fois l'année passée. Donc il n'y avait rien de particulier. Mais comme j'ai fait les tests 3 semaines après, son axe de défense au procès, ça a été de dire bah oui, ok, il y a des traces dedans, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est pas elle qui les a consommées toute seule, parce que 3 semaines après, ils font un examen et il y a encore des traces dedans. Donc ça veut dire qu'elle en a peut-être pris aussi entre les deux, entre le dépôt de plainte et le prélèvement de la mèche de cheveux, donc c'est qu'elle en a consommé elle-même. Enfin, ça a été tout un tas de trucs. Donc ça, potentiellement, il peut peut-être même l'avoir anticipé à l'avance. Bah c'est ça, en fait... entre guillemets, quand il choisissait, c'est horrible de dire ça, quand il choisissait la molécule, en fait, par laquelle il allait passer, quoi. Bah c'est ça, en fait, je pense que, enfin, c'est vraiment tordu, et il a fait tout un stratagème là-dessus, parce que il essaie de traîner délibérément des études même arrêtées, mais c'est vrai qu'il avait aussi des connaissances, enfin, Bah c'est ça, et ma mère, elle avait une pharmacie, donc bah, d'une part, il pouvait se fournir assez facilement, et puis bah derrière... s'il avait besoin de conseils sur des trucs, en me disant que c'était pour lui, certainement, il pouvait lui demander aussi. Après, je sais pas s'il l'a fait. Enfin, en tout cas, il avait quand même du monde dans le domaine, parce qu'il avait des connaissances un peu partout, dans les médecins, dans la police, dans les tribunaux. Enfin, il connaissait du monde partout. Donc, en soi, c'était assez facile pour lui de
de s'embarquer là-dedans. Et du coup, il laissait délibérément traîner des plaquettes, je pense, dans ma chambre quand j'étais pas là, exprès parce que derrière, apparemment, il y a une femme de ménage qu'on a retrouvée. Il aurait dit à ma mère qu'il en avait trouvé, que la femme de ménage en avait trouvé dans ma chambre, ou qu'il en avait vu dans ma chambre. Mais le plan est tellement abouti, enfin vraiment, mais il a pensé à tout. Mais c'est vraiment, terrifiant. Mais c'est machiavélique. On dirait qu'il a tout préparé de A à Z, en fait, que vraiment c'est un schéma construit dans sa tête pour qu'il y ait vraiment rien qui soit impassible. Et donc, avec ma mère, ils ont monté les médicaments à l'étage. Moi, on me l'avait jamais trop dit. Et après, je m'en fichais un peu parce que quand j'avais besoin d'un médicament, je demandais à ma mère. Et puis, terminé, voilà, elle me le donnait et basta. Sauf que là, donc, ils les ont montés suite à ça. Donc, il a dit à ma mère que, visiblement, je me droguais ou j'en prenais en cachette ou des choses comme ça, alors que pas du tout. Pendant sa garde à vue ou dans ses dépositions d'après la perquisition, il a dit que il y en avait dans la salle de bain, ça a été retrouvé à la perquisition. Il a insisté, si, il y en a, ça a été vu, alors qu'il n'y a aucunement, nulle part de plaquettes, de quoi que ce soit de mentionner, à part les médicaments occasionnels que j'ai eus pour mes dents ou autres, mais c'est tout. Enfin, ils n'ont jamais retrouvé même de comprimés ou autre de ça dans ma salle de bain ou mon placard, enfin rien de rien. Donc déjà, bon, il est un peu fou d'affirmer ça alors que il y a même pas de preuves réelles. Et derrière, et puis au-delà de ça, tu as quand même dit qu'ils avaient retrouvé du sperme sur ton pyjama, si je dis pas de bêtises. Donc, j'ai donné de mémoire 4 ou 5 t-shirts sur tes habits, à la scientifique. Et du coup, ils en ont retrouvé sur les 5. Et je me suis dit, c'est cool parce que je sais pas lequel j'ai porté cette nuit-là, mais je sais que je les ai portés tous au moins une fois dans les derniers mois. Donc en fait, j'ai des vêtements sales ou c'est comment? Parce que bon, c'est pas très très agréable. Et donc son excuse par rapport à ça, c'est que je suis quelqu'un de bordélique, de même crasseuse, je cite, alors que je suis une ado et qui tout ado se respecte pour, entre guillemets, on va dire 90%, est bordélique, laisse traîner ses fringues par terre, est pas très ordonnée, enfin... On est tous plus ou moins comme ça. Tu peux complètement laisser des fringues par terre sans pour autant qu'ils se retrouvent avec du sperme dessus, quoi. C'est ça, rapport, c'est clairement ça. Et donc, que j'étais donc bordélique, crasseuse, etc. Et que, comme malheureusement pour moi, il retrouvait ses maîtresses dans mon lit, il prenait ce qui lui passait sous la main pour s'essuyer. Donc, comme j'étais crasseuse et bordélique, il prenait la première fringue qu'il trouvait et il s'essuyait avec. Donc, je sais pas si c'est vrai, mais... Parce que pour moi, c'est pas logique, parce que, s'il l'a fait, je pense que je l'aurais vu ou senti, ça me paraîtrait vraiment bizarre. Et de deux, c'est que, par respect pour le lit conjugal, il préférait retrouver ses maîtresses dans mon lit, qui était anciennement sa chambre et donc son ancien lit. Donc 2 personnes différentes en plus, sur des moments différents, dans mon lit, tranquille, au calme. J'ai eu plus ou moins le détail de leur relation parce que j'ai eu accès donc, à tout le dossier forcément, etc. Donc, j'étais ravie de savoir qu'il avait eu des relations extra-conjugales dans mon lit. C'était vraiment génial parce qu'il a soi-disant du respect pour ma mère, mais pour moi, il n'en a pas. Donc c'est vraiment fabuleux. Non mais c'est immonde. Ah mais totalement. Quand j'ai vu ça, j'étais en mode... Alors, d'une part, j'ai dormi dans un lit souillé. De 2, j'ai des pyjamas souillés. De 3, je ne sais pas s'il s'est réellement essuyé avec mes vêtements ou pas, ce que je pense que j'aurais vu. Mais je trouve ça quand même dégueulasse de se dire ça. Et le fait qu'il se permet de dire oui, elle est crasseuse, elle est bordélique, elle est pas ordonnée, même la femme de ménage l'a dit. Alors oui, mais je suis une ado. Quand on est ado, on est tous plus ou moins un peu bordélique. On passe par une transition de bordel, machin, etc. avant que ça se remette bien. Voilà, ça arrive, c'est pas non plus, voilà. Mais c'est pas effectivement une raison pour qu'on retrouve des traces sur mes vêtements. Enfin, non, c'est pas juste pas logique. Donc déjà, ça m'a un peu gonflé son raisonnement, parce que c'est juste pas logique. Mais c'était son argument de base pour dire que c'est parce qu'elle est crasseuse et que je me suis essuyée avec, je suis un homme délicat de nature, je cite. Ah bon, d'accord, ok, très bien, c'est génial, c'est super, c'est vraiment incroyable. Et donc suite à ça, suite à tout ça, donc au CHU, on m'a donné une trithérapie préventive. Donc tout le mois de juillet, je l'ai passé dans mon canapé à dormir, vomir, rien manger, rien boire. J'ai dû perdre je sais pas combien de kilos, je pense, parce que tout ce que j'avalais, ça ressortait instantanément. Je devais vomir 4 à 5 fois par jour.
Ma sœur est venue en catastrophe quand elle a su, donc elle était là aussi avec moi pour dormir avec moi et m'aider dans les rendez-vous au CHU et tout. Donc elle me tenait les cheveux pendant que je vomissais dans les toilettes, que je vomissais dans les haricots, que je vomissais dans la rue. Enfin, je vomissais partout tout le temps. C'était un peu horrible. Et j'avais plus de force, j'étais hyper faible. Ils voulaient m'hospitaliser parce que c'était vraiment hyper compliqué, mais j'ai quand même tenu bon et je leur ai dit non, non, là c'est bon. Moi, je veux juste rentrer chez moi. J'ai pas envie d'aller rester à l'hosto. Laissez-moi tranquille. Enlevez-moi ce truc-là et ça m'aidera déjà un peu mieux. Mais du coup, pour ça, ils ont dû lui demander d'aller faire des tests dans un labo pour vérifier qu'il n'avait pas le sida, des choses comme ça. Enfin, pas de VIH et d'autres MST. Donc, une fois que c'était fait, bah, alléluia, moi j'ai pu l'arrêter. J'étais en mode yes, déjà, ça, je vais avoir moins de complexité parce que les journées, c'était quand même horrible d'être passé son temps dans le vomi, allongé dans un canapé avec une couette et à juste pouvoir rien faire à part déprimer parce qu'on est au bout de sa vie de la situation et que bah, on peut rien faire d'autre. Donc bon, déjà, voilà. Puis moi, j'avais quand même des trajets aller-retour à faire entre les deux villes parce qu'on allait au tribunal, on allait au CHU, on avait des rendez-vous, des trucs, des machins. Donc clairement, passer 1 heure à se retenir de vomir, c'est hyper compliqué. Donc il faut vraiment gérer du mieux qu'on peut. Donc c'est pas simple. À ce moment-là, t'étais encore avec lui et ta mère ou Non, t'étais en fait, partie, ouais. le jour où j'ai porté plainte, donc ma cousine, je devais déjà la retrouver de base ce jour-là, c'était prévu depuis un moment. Mais comme elle était persona non grata à la maison, encore à cause d'histoire, à cause de lui, elle n'avait pas le droit de venir à la maison. Donc elle m'a attendue à côté sur un parking qu'il y avait au bout du lotissement, donc je suis allée la rejoindre. Et là, donc j'ai tout raconté, je sais pas, c'est sorti naturellement, genre, enfin, j'ai tout déballé, enfin, je pense qu'il fallait que ça sorte, donc je lui ai tout raconté de A à Z, enfin, j'ai tout dit. Là, elle a pris en compte la gravité du truc. On est passé à la maison, j'ai pris un sac avec à peine 3 affaires, enfin, vraiment le strict minimum, et je suis partie. Et donc elle m'a emmenée au CHU, après blackout du CHU. Je me retrouve au commissariat, pareil, j'ai un léger blackout, je sais pas, je me rappelle pas de tout. Donc on est allé au commissariat, donc elle a déposé plainte, etc. Entre-temps, elle avait prévenu mon père qui rentrait d'un voyage, donc il s'est précipité au commissariat pour me retrouver. Enfin, ça a mis tout le monde dans tous ses états, enfin, c'était quand même chaotique. Et, euh, et du coup, bah, après, je suis rentrée directement chez mon père, je suis jamais retournée à la maison. J'ai jamais remis les pieds, c'est mon père qui s'est déplacé dans les jours qu'on suivi pour rapatrier toutes mes affaires parce que bah, tous mes vêtements étaient là-bas, j'avais toutes mes affaires, enfin tous mes livres, enfin tout. Donc c'est lui qui allait tout chercher. Mais forcément, bah moi je voulais récupérer le chien, mais bon bah forcément sur le coup je l'ai pas dit et je pense qu'il n'aurait pas forcément pu le faire non plus et enfin c'était un peu complexe donc du coup bah il a pris juste bah, toutes mes affaires. Et après, Du je suis coup, t'as pu restée. te mettre en sécurité chez ton père. Bah, du coup, je suis retournée chez mon père, mais je voyais quand même encore ma mère. Mais plus, du coup, chez mon père, enfin, dans la ville de mon père, et j'allais pas là-bas parce que bah, ma mère travaillait là, donc je la voyais en ville ou autre, mais c'était assez compliqué parce que, en fait, au tout début, j'ai pas eu de contact tout de suite avec ma mère, en fait, parce que ce jour-là, ils étaient pas là, ils partaient à un pique-nique avec des gens, donc ils étaient pas là, donc ça tombait bien. Moi, je pouvais aller voir ma cousine tranquille. Du coup, je suis allée retrouver ma cousine et après, en fait, ma mère, elle a rien su jusqu'à ce que bah, les gendarmes viennent à la maison le récupérer pour le mettre en garde à vue. Donc forcément, déjà, bah, on comprend rien, gros choc, que se passe-t-il? Enfin, je pense qu'elle a dû être un peu paumée. Et je l'ai eu au téléphone que 3 jours après. Et là, sur le coup, elle était désolée, elle s'en voulait, elle comprenait pas. Enfin, elle était vraiment, je pense, un peu dans tous ses états. Elle était choquée, je pense qu'elle était un peu au bout de sa vie. Mais forcément, la garde à vue, bah, ça dure pas aussi longtemps que ça. Donc, au bout d'un moment, bah, il a été relâché. Et forcément, bah, quand il a été relâché, bah, vu que ma mère habitait encore là-bas, bah, lui, il a pu faire son petit discours, il a pu retisser sa toile. Et derrière, bah, ah, mais t'es sûr qu'il y a eu ça? Est-ce que tu penses que... mais t'es sûr que... Parce que si, tu sais, il y a ça. Puis tu sais, le chien, il est Ouais, en triste, il fait, pleure il tous a les soirs devant totalement ta porte. décrédibilisé ta parole. Exactement. En Ouais. fait, et puis ma mère, elle me faisait beaucoup culpabiliser parce que, oui, mais t'es sûr de, tu penses que, tu sais que, est-ce que t'es sûr de, parce que il y a aussi ça qui fait que, il y a eu ça, il y a ça, puis
tu sais, le chien il pleure, il est triste que tu sois pas là, il pleure devant ta porte. Et ça, je savais que c'était vrai, et elle le savait, donc bah, elle en jouait aussi. Mais, oui, c'est un moyen de pression sur toi à ce moment-là. Et c'est ça. Et puis bon, bah, je pense que vu le contexte, elle a quand même décidé de redéménager dans la ville de son travail où on habitait avant. Je pense, parce que c'était la situation aussi qui faisait que. Et donc, moi, bien gentille comme je suis, je l'ai aidée à se trouver un appart. L'appart qu'elle a trouvé, c'est grâce à moi qu'elle l'a trouvé. Tout ça. Et j'ai appris par la suite que c'est lui qui l'avait aidé à emménager dans l'appart. Donc, déjà, j'étais en mode, ok, sympa. Donc là, à partir de là, le contact était rompu avec ma mère parce que, en fait, je la voyais plusieurs fois. J'avais passé un petit week-end avec elle, mais je voyais bien que l'ambiance, elle était vraiment malaisante et c'était assez malsain et je le sentais pas du tout. Du coup, j'ai coupé les ponts. Je lui ai dit que bah fallait que là clairement bah elle préférait rester avec le bourreau que la victime, donc bah moi j'allais arrêter de garder contact. Mais malheureusement, elle a fait un infarctus dans l'été qui a suivi. Donc bon bah je suis allée voir à l'hôpital, tout ça, elle s'en est remise, ça allait bien et tout ça, mais bon, gros choc quand même pour elle aussi. Donc bon, même si bah, j'étais en froid et que l'ambiance était vraiment tendue, je suis quand même allée la voir et tout. Enfin, j'ai quand même fait l'effort d'homme et je voyais bien qu'il y avait un gros malaise, enfin de mon côté en tout cas, et que l'ambiance était vraiment particulière. Donc je m'étalais pas trop et puis de toute façon, après, vu que j'ai coupé les ponts, bah, je lui ai plus adressé la parole. Je pense pendant 2-3 mois, ça a été silence radio, je lui parlais pas parce que j'avais pas accepté qu'elle me croie pas, en fait, ça a été assez dur. Bah, raison, ouais. Et en fait, comment dire après, un jour, elle a eu accès au dossier. Et là, elle a compris bah, en fait, l'ampleur de la chose, qu'elle avait eu des. Qu'elle avait eu des. Qu'elle avait été victime d'infidélité, que bah, il avait fait. Enfin, qu'il avait fait tout ça réellement, en fait, que c'était véridique, enfin, ce que j'avais dit, c'était pas du vent et que bah, malgré tout, elle-même, elle avait souffert aussi avec les infidélités. Et là, je me dis, mais enfin, je pense qu'elle a compris en fait la gravité des faits. Et du coup, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle serait toujours là, que indirectement, bah, elle s'excusait, même si elle ne le disait pas, je m'excuse. Le mot voulait plus ou moins tout dire. Et derrière, elle s'est portée partie civile pour le procès. Et j'ai été accompagnée du coup à chaque fois de mes deux parents au procès. Donc on a porté plainte en 2013 de mémoire et il y a eu quand même 2 ans d'instruction, ça a été assez long. L'enquête a pris quand même pas mal de temps et entre-temps, bah, on a changé de juge d'instruction. Enfin, il y a eu pas mal de petites choses comme ça, des trucs vraiment bateaux, genre des petites erreurs de date ou de nom dans les compte rendu de confrontation ou autre. Et bon, bref, c'était des détails encore qui accumulés, ça laissait penser un peu à un acte manqué, mais bon, bref. Et donc, procès en 2017, donc il est condamné. Alors, j'ai plus la date exacte, la durée exacte, mais je pense qu'il doit être condamné à 4 ans, je crois. Mais en tout cas, il est condamné. Il a un avocat qui est juste horrible, qui me casse comme jamais, qui me fait clairement passer pour une salope, on va pas se mentir, qui me descend, mais comme jamais. Enfin, vraiment, il est juste odieux. Il s'est fait reprendre par la cour d'ailleurs parce qu'il était vulgaire. Enfin, il était vraiment pas. Enfin, il avait vraiment pas une bonne attitude. Ouais. Donc là, je me suis dit. Tu défends ton client parce que c'est ton métier, etc. Soit, bon, c'est encore discutable. Moi, je comprends pas comment on peut en arriver à défendre des gens comme ça, mais enfin, peu importe. Mais je veux dire, pour défendre quelqu'un, t'as pas à descendre la victime, en fait. C'est ça, en fait. Toi, dans ces procès-là, en plus, les victimes sont toujours traitées comme étant limite sur le même pied d'égalité que l'agresseur, en fait. C'est toujours à toi de démontrer que ça a été, que ça a bien existé, que tu as bien été agressé, etc. Enfin, je veux dire, tu as déjà tellement de choses difficiles à encaisser qu'à un moment donné, si même les avocats s'y mettent, mais on est où, quoi? Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, ça a été assez terrible parce que même les plaidoiries, quand ils passent leur temps à me casser le sucre sur le dos, à dire que j'ai un problème, c'est moi qui ai des problèmes sexuels, machin, parce que j'ai déjà eu des problèmes, etc., machin, bah c'est... Puis ils ont dit que j'ai tout inventé pour retourner, etc., enfin, que j'ai tout inventé pour retourner vivre dans ma ville, enfin, c'était vraiment, en gros, que j'avais vraiment, mais tout monté de toutes pièces, parce que, en plus, le pire, c'est que
ils ont retrouvé dans son ordi des fichiers pédopornographiques et des historiques de recherche, des historiques de recherche avec teen, sleep, des trucs vraiment genre d'ados en train de dormir, quoi, des trucs vraiment glauques. Et moi, je sais qu'à l'époque, j'étais tombée sur des fichiers, mais sur le coup, j'ai pas percuté. Je lui ai dit, bah c'est bizarre, je suis tombée dessus sur le PC, c'est tordu. Il me dit, ah ouais, je sais pas ce que ça fait là, ça a dû se télécharger tout seul. Bon, bah ok, moi j'y connais rien, donc j'ai laissé passer, sauf que, bah en fait, non, c'est quand même très grave. Donc il y a eu ça. Bah, ça vient effectivement confirmer de toute façon son passage à l'acte par la suite. Bah c'est ça, exactement. Et donc il a été condamné, mais évidemment on n'a pas les rendus d'audience tout de suite parce que les audiences duraient au moins 6 heures. Donc on sort à genre 19, voire même 21 heures des audiences, donc bah, ils n'ont pas le temps de délibérer, c'est trop tard. Donc bah, on attend patiemment une fois, puis un report, puis un report, puis encore un report. Donc là, au final, on nous dit, bah, il est bien condamné, etc. On se dit, cool, c'est bon, ok, nickel. Mais on s'attend à ce qu'il fasse appel et évidemment, il fait appel. Donc déjà, super. Donc on rebelote. On repart sur un procès en appel. Donc on devait être convoqué en... Je crois on avait un deuxième procès, alors j'ai plus les dates en tête. On avait un deuxième procès en appel. 1 an ou 2 ans après, je sais plus. Et en fait... au procès ah oui, voilà, c'est ça. Au procès en appel, il est venu avec un nouveau dossier qu'il a fait faire par un expert d'une autre ville pour démontrer par A plus B que c'est pas lui qui avait cliqué sur les sites pédopornographiques, sur tel lien, tel truc, ces machins, qu'il avait une troisième avocate qui faisait une sorte de plaidoirie d'au moins une demi-heure pour montrer par A plus B que non, parce que vous voyez sur telle capture écran, on peut voir que bah, c'est pas lui qui a cliqué, là ça s'est juste mis comme une pub, ou là c'est ci, ou là ça s'est fait comme ça, là il a pas pu cliquer, machin. À un moment donné, quand t'arrives à avoir des pubs comme ça sur ton écran, c'est que tu te rends sur des sites comme ça. Bah c'est ça en fait. Arrêter de se mentir. C'est clairement ça. Et... je suis désolée, je n'ai aucune pub qui soit de cet ordre lorsque j'ouvre... Internet. Bah c'est ça. Et en fait, sauf que comme il l'a emmené le jour J de l'audience, bah les juges ils ont pas eu le temps d'étudier le dossier. Donc derrière, bah forcément, bah, ils l'ont condamné parce que bah, clairement il était coupable, donc il a encore été condamné. Ouais. Mais forcément, bah, il a fait une demande de pourvoi en cassation qui a été acceptée. Parce qu'il y avait eu ce dossier qui avait popé, et comme ils n'avaient pas eu le temps d'étudier, ils se sont dit, ouais bon, on va quand même réétudier cette partie-là parce qu'on n'a pas eu le temps de l'étudier. Donc ça a été un peu tordu. Et donc pour reprendre les dates, donc j'ai déposé plainte en juin 2013 et l'instruction elle s'est finie 2 ans plus tard en mai 2015. Entre-temps, il y a eu une confrontation, mandat de dépôt, il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire parce que pour je ne sais quel critère juridique, il a été sorti de détention provisoire. Donc déjà, ok, super. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça devait être une gendarmerie qui devait s'occuper de notre affaire, mais comme on les connaissait tous personnellement, parce qu'on n'était pas très loin, bah, ça posait problème d'éthique, donc ça a été relégué à une autre encore gendarmerie. Donc ça a été pas mal de problèmes. Et donc la première audience, elle était en 2016, donc où il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel. Mes parents ont accepté en se disant que ça allait aller plus vite, mais en fait, que nenni, ça a pris 10 ans. Donc, entre ça et les assises, qu'est-ce qui est le mieux, je ne sais pas. Mais comme il y avait un doute sur pénétration ou pas, bah, ça a été un peu ambivalent et ils ne pouvaient pas non plus se permettre de. Donc, dans le doute, ils ont repassé ça en correctionnel. Donc, on a eu une première audience en mars 2017. Il a été condamné à 4 ans ferme. Donc il a fait appel évidemment. On a eu une audience en cours d'appel l'année d'après, donc en janvier 2018. On devait avoir le rendu en mars. Il a été reporté en avril, puis en mai, puis en juillet, puis en septembre. Au final, on a enfin reçu le jugement comme quoi il a été condamné. Sauf que dès le lendemain, pourvoi en cassation. L'année d'après, audience, Cour de cassation a accepté de casser l'arrêt, donc renvoi en cours de correctionnel. L'année d'après, donc mars, on devait être convoqué, mais c'est renvoyé à cause du Covid en 2020. Donc on se redéplace en juin
2020 pour l'audience. Donc moi, on se déplace comme on est convoqué à 14h. On y va pour déjeuner, on se retrouve là-bas et on attend qu'on nous donne l'heure de passage. Donc moi, j'attends dans un couloir sur un banc pendant que lui est dans la salle à genre même pas 10 mètres de moi, dos à moi, à entendre ce que va dire le juge. Et là, en fait, du coup, il nous demande combien de temps va durer notre audience. Donc les avocats disent qu'en général, c'est entre 6 et 7 heures. Ah ouais, bah là, en fait, on va pas avoir trop le temps. On a trop de dossiers à gérer aujourd'hui, ça va pas être possible. Du coup, on vous redonne rendez-vous l'année prochaine. Parce que là, ça va pas être possible. Donc, un an après, je suis en mode, ok, je me déplace, il est là. Mais on me renvoie. Non, mais c'est clair. On me renvoie l'année prochaine comme ça, en mode comme un dossier sur une pile. Non, mais super, ok. C'est tellement du foutage de gueule. Vraiment, mais totalement. Ça m'a vraiment saoulée parce que je perds du temps dans ma vie à cause de ça. Ça me bouffe ma vie. Bah oui, j'imagine. Ça m'empêche de me reconstruire. Donc, bon, on y retourne un an après. Effectivement, il est recondamné. Là, c'est confirmé, c'est acté, mais ils ont juste relaxé sur la pédopornographie parce que ça risquait encore de bloquer à la cassation et bon, ils voulaient pas que ça cause trop de problèmes derrière. Donc évidemment, il a refait une demande de pourvoi en cassation qui était heureusement son dernier recours et là ça a été refusé. Donc par chance, ça a été refusé. Donc là, je me suis dit cool, ça y est, c'est fini, c'est trop bien, genre je vais enfin m'en sortir, c'est parfait. Sauf que en mars 2022, il part en prison. Au moment où il rentre en prison, il fait une demande de liberté sous bracelet, alors que c'était censé être un aménagement ferme sans aménagement de peine, et 3 ans. Septembre, il y a eu le jugement, et en décembre, juste avant les fêtes, il ressort, il est libre, sous bracelet électronique. C'est fabuleux. Vraiment, la prison en France, c'est quelque chose, quoi. C'est complètement dingue. Donc il ressort sous bracelet, et l'année qui suit, au mois de juin, plus de bracelet, contrôle judiciaire. Il peut se balader, partir en vacances, faire ce qu'il veut, tant qu'il pointe au commissariat, tout va bien, nickel, petite vie tranquille, pendant que moi je tente de me reconstruire en sachant qu'il a été incarcéré dans la prison qui est juste clairement devant les fenêtres de mon bureau, vu que je travaille à côté de la prison. J'ai vu sur la prison, littéralement, c'est vraiment fabuleux. Je rentrais et j'allais au bureau en passant devant la prison, littéralement, vu que c'était sur le trajet, vu que j'habitais aussi juste à côté. C'était mais alors fabuleux quoi. J'ai même pas été tenue au courant de ça. Vraiment c'est incroyable. Après j'ai reçu un mail de mon avocate pour dire qu'il allait être vive la justice. Qu'il allait être mis en liberté sous bracelet. J'étais en mode mais d'accord, mais si on peut rien faire et qu'on peut pas faire de exprimer le fait que c'est juste pas possible et qu'on est contre, pourquoi me prévenir, enfin ça sert à rien parce que derrière en fait ok je suis au courant, c'est cool, mais enfin moi je peux rien faire, je peux pas agir. Je peux pas. Et puis le côté injuste de la chose, quoi. Putain, c'est-à-dire que. Il paye pas pour ce qu'il a fait, quoi. C'est ça, exactement ça. Du coup, je l'ai vraiment très mal vécu. Je me suis dit, mais en fait, j'ai fait 10 ans de ma vie pour ça. J'ai passé 10 ans de ma vie en suspens à survivre, tout ça. Enfin, j'ai eu une longue relation, ça a été compliqué aussi dans mes relations personnelles. Enfin. Ouais, oui, j'imagine. Puis malgré tout, je veux dire, quand t'as la condamnation qui tombe, il y a certainement un soulagement chez toi et tu te dis, putain, j'ai été enfin entendue en tant que reconnue victime, etc. La justice me reconnaît. Et au final, quelques temps après, le mec, tranquille, il peut sortir sous bracelet et après, c'est juste du contrôle judiciaire. C'est ça. Moi, je me suis dit, mais c'est censé être sans aménagement de peine et le gars, il sort comme ça de prison au calme. Alors, ils vont sûrement nous dire que oui, les prisons sont engorgées, machin, gna gna. Oui, en fait... une peine de prison, pour moi, elle est faite pour être respectée, en fait. Enfin, là, il a fait, en gros, en tout, même pas 1 an de prison, si je compte la préventive. Donc, mais surtout par rapport aux faits qui lui sont reprochés, je veux dire, c'est pas comme quelqu'un qui aurait volé une baguette de pain, limite, ces gens-là sont plus condamnés que ça, en fait, ceux qui violent, ceux qui tuent, ceux qui agressent. C'est exactement ça, moi, c'est ça que à un moment donné, il faut revoir les priorités. C'est ça que je comprends pas, ça me dépasse, mais c'est vraiment, juste, complètement dingue. Et pour en revenir, du coup, aux faits... Donc, c'était du coup un week-end. Et en plus, donc l'après-midi, en général, quand ma mère, elle était là, elle faisait en sorte de pas travailler le samedi où j'étais là. Comme ça, on allait en ville, on faisait des courses, tout ça, on faisait les magasins, enfin, on avait pas mal de petits trucs à faire. Et ce que j'ai su, c'est que ce jour-là, justement, il était occupé avec une de ses maîtresses pendant qu'on était en ville. Donc, j'étais ravie de le savoir que j'avais dormi encore cette nuit-là dans un lit souillé. Et donc, le soir, on regarde un film, tout ça, tranquille. Moi, je vais me coucher. J'attends qu'ils viennent me servir ce 10 verres
en essayant encore de négocier pour boire autre chose que du jus d'orange, mais je n'ai pas le choix. Faut faire plaisir, donc bon, on fait. Et donc, il en profite aussi pour me couper les ongles, parce que des fois, il me coupait les ongles de pied. Enfin, c'était des petits trucs comme ça, voilà, trucs tranquilles. Donc, moi, j'attendais qu'une chose, c'est que ça se passe. J'essayais d'abréger le truc le plus possible, mais bon, plus vite je l'ai fait, plus vite je suis débarrassée. Ouais. Et donc là, plus ou moins, malheureusement, mais heureusement en même temps, je ne sais pas trop dans quelle heure de la nuit. Moi, je me suis réveillée dans la nuit, déjà. Il devait être très tard dans la nuit, je pense. Peut-être minuit passé, j'ai pas regardé l'heure parce que j'ai eu une demi-conscience de même pas, allez, je pense 15-20 secondes, même pas grand maximum, où je me suis retrouvée sur le ventre et en fait, il était dans ma chambre, il était là, et je sentais ses vieilles mains horribles dans mon dos et tout, c'était juste horrible, enfin, c'était vraiment sale, et sauf que moi, d'une part, je voulais pas bouger parce que qu'est-ce qui va se passer si je bouge, j'en sais rien. Et de toute façon, j'avais même pas la force ni la capacité de faire quoi que ce soit parce que le peu de demi-conscience que j'ai eu, en fait, je me suis rendormie instantanément après. J'ai même pas pu lutter, en fait, c'était même pas contrôlable, c'était instantané, enfin, j'ai rien pu faire. Et il m'a quand même souillé, enfin, il m'a souillé mon corps, il m'a souillé mon dos, enfin, c'était juste horrible, vraiment. Il a osé quand même m'essuyer avec une serviette le dos pour effacer son truc, enfin, c'était juste horrible. Et le fait le pire dans tout ça, c'est de se dire qu'on sait très bien qui c'est parce que il y a des choses qui marquent et qui sont de personne d'autre parce que comme il est assez il faisait pas mal de bricolage, enfin pas de bricolage, mais il bricolait pas mal de petites de vieilles armes anciennes ou des trucs parce qu'il était expert en armes anciennes, donc il avait plein de petits trucs à bricoler, des trucs, des machins, et il avait les mains assez rocailleuses, assez sèches, avec des crevasses et tout. Et quand j'ai senti ses mains, j'y suis tout de suite, mais là j'avais aucun doute sur le fait que c'était lui. Enfin, c'était hyper choquant et horrible parce que de savoir que de le reconnaître par rapport à ce détail et de savoir que c'était lui, mais j'étais là en mode mais c'est pas possible en fait, c'est juste pas possible. Et du coup ça a duré, je pense, 15-20 secondes de semi-conscience avant de replonger dans un pseudo-sommeil ou coma, je sais pas trop comment on peut dire ça, à cause des médocs. L'effet de la soumission chimique. Exactement. Et donc après, je me réveille dans la nuit, je suis toute seule, là je comprends rien, je suis en mode merde, il s'est passé quoi, c'est horrible, enfin, comment je vais faire, qu'est-ce que je fais, je sais pas. J'ai pas trop comment su réagir, du coup je me suis changée parce que je me trouvais complètement sale, enfin, c'était juste dégueulasse en fait, vraiment c'était horrible. Et je me suis rendormie pour laisser passer la nuit. Mais j'ai quand même prévenu ma cousine par message qu'il fallait que je lui raconte quelque chose d'assez important. Et du coup, dans la matinée, elle a essayé de m'appeler, mais j'ai pas entendu mon téléphone vu que je dormais. Après, moi, je me suis levée et c'est là où tout se joue parce qu'il faut quand même faire semblant que tout va bien et que et qu'il y a rien de, enfin, qu'on laisse rien présager ou quoi, que vraiment que c'est comme si de rien n'était, une journée normale. Donc eux, ils avaient un pique-nique de prévu avec des gens. Et moi, je voyais ma cousine. Donc j'ai demandé à avoir accès sur le PC pour faire mes petits trucs sur Internet, tranquille. J'allais discuter avec mes copines. Enfin, je faisais mes petits trucs tranquilles. Et j'ai fait comme si de rien n'était. J'ai envoyé un message à une connaissance commune pour dire «Ah, c'est l'anniversaire d'un tel aujourd'hui, c'est super, machin». Enfin, j'ai fait vraiment comme si de rien n'était pour vraiment rien laisser paraître parce que je me méfiais quand même grandement et je voulais vraiment pas que ça puisse se voir. Du coup, ils sont partis vers midi et c'est là qu'après ça s'est enchaîné, que j'ai vu ma cousine, etc. Que je suis partie et que je suis jamais revenue. Et c'est vrai que c'est assez glauque parce que quand j'ai pris le temps de me remettre les pièces dans l'ordre et de réfléchir à tout ça, il y a une autre fois aussi où il est venu dans ma chambre dans la nuit et je sais qu'il a commencé à soulever la couette, mais comme j'ai bougé un pied exprès, il s'est barré en courant, l'air en mode ah merde, je suis gaulé, je suis cramé, oh non là, vite, je me barre. Non, en mode il s'est fait gauler quoi. Et lui, du coup, son excuse c'était je suis venue chercher le chien cette nuit parce qu'il était venu dans ton lit, ou je t'ai vu debout dans la cuisine cette nuit, tu dois être somnambule, c'est bizarre. Alors que personne ne m'a jamais fait ça quoi. Te faire passer limite pour
entre très gros guillemets, folle, je veux dire, dans le sens où genre tu sais pas que t'es somnambule ou c'est ça en fait. Au chien, alors que tu disais bien tout à l'heure que tu dormais en plus la porte fermée, donc de mémoire, qu'est-ce qu'il peut savoir, enfin je vais vraiment à jouer là-dessus. C'est ça, et puis comme en général il se couchait assez tard le soir parce qu'il regardait la télé tard, et que ma mère était déjà au lit, forcément lui ça laissait le champ libre pour agir et faire tout ce qu'il voulait en fait, enfin c'était vraiment entre guillemets son moment quoi, parce que ma mère elle dormait, enfin elle prenait aussi des cachets parce qu'elle avait du mal à dormir des fois, enfin le stress tout ça, donc elle était là-haut, elle somnolait ou elle dormait, donc lui il avait champ libre, quartier libre, enfin vraiment c'était tout bénef pour lui malheureusement quoi. Et enfin c'était quand le pire c'est de te dire que ça se trouve il y a eu plusieurs fois mais que impossible de s'en souvenir parce que j'étais sous l'influence des médicaments et que j'avais aucun moyen de le savoir, enfin c'est vraiment horrible parce que pendant un an ça se trouve il y a eu plusieurs fois que de soumission ou pas et d'agression sexuelle ou pas, ça je saurais jamais trop, ou même de viol je saurais jamais vraiment trop. Et que en plus mon lit était souillé par ses relations extra-conjugales, enfin c'est quand même un environnement toxique à mort et vraiment malsain au possible et vraiment horrible. C'est complètement incestuel. Mais totalement. Et moi clairement comme entre guillemets il avait la sainte parole à la maison, j'avais rien d'autre à faire que de me taire et de subir, et que même si je tentais de me justifier, de toute façon j'avais pas le dernier mot, donc c'était comme ça. Et comme je sais que je m'occupais pas mal de son PC des fois, comme il avait des problèmes, des trucs bêtes, il avait un truc qui plantait ou il n'arrivait pas à accéder à un lien ou je sais pas trop quoi, je l'aidais sur pas mal de petits trucs. Puis il avait aussi des contacts dans l'informatique qui lui paramétraient des choses, donc sur un des logiciels internet il avait une page d'accueil Orange, et sur l'autre logiciel internet il avait une page d'accueil Google classique, voilà, sauf que là il y en a un des deux qui fonctionnait plus. Donc je lui trouve une solution tierce pour lui mettre un troisième logiciel internet pour remettre cette page qui ne fonctionnait plus, mais ça a fait un gros scandale comme pas possible, parce que il a ses habitudes, il a ses trucs, il veut que ça soit exactement comme avant. Donc je me prends un savon monumental parce que j'ai niqué son PC, je cite, enfin j'ai clairement abîmé son PC, enfin c'était n'importe quoi, il fallait que je remette ça comme avant, c'était nul, il a pris le PC, il l'a balancé sur la table, j'avais en plus un iPod branché, donc je me suis dit pourvu qu'il le casse pas, mais vraiment un excès de colère comme jamais. Et tout mielleux, 2 heures après, oui en fait tu veux pas revenir sur l'ordi, mettre ce que tu m'avais mis, en fait c'était pratique, alors que 2 heures avant j'étais persona non grata sur le PC. Terminé quoi. Enfin, le climat de terreur, puis après se faire passer pour gentil, c'est ça. Pour remanipuler, pour Exactement. Et une autre fois c'est clairement le cycle des violences. C'est ça. Et il y a une autre fois aussi où il avait invité des amis à prendre le café à la maison. Moi, timide, très réservée, je dis bonjour, mais très timidement, et je retourne dans ma chambre pour faire ce que j'ai à faire. Derrière, il a tapé un scandale pas possible, parce qu'on devait aller chercher des affaires de ski pour moi, vu que je partais en vacances. Donc on prend la voiture, on arrive sur le parking, et là, il me tape une crise mais monumentale, je me fais hurler dessus comme jamais, j'ai rien demandé, j'ai rien fait, je me fais pourrir sur place, et en fait on va même pas dans le magasin, on rentre direct à la maison, et en gros je me démerde avec mes trucs, j'ai fait de n'importe quoi, j'ai pas été aimable, j'ai pas été poli, du coup ça justifie le fait qu'on me hurle dessus comme du poisson pourri. Donc j'en ai pris en fait pour mon grade pendant tout ce temps-là. C'était fabuleux. C'était vraiment... Parce que du coup, lui, quand il agit comme ça, c'est vrai qu'il est très poli et très respectueux. C'est ça. Vraiment, c'est... Il te donne un exemple des plus parlants, finalement. C'est ça. Et vraiment, mais je me faisais vraiment hurler dessus, mais à un point, mais vraiment, mais c'était... vraiment... C'est des crimes tellement intenses. Enfin, moi, après, j'étais au bout de ma vie, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je suis partie sortir le chien énervé, j'ai pleuré. Enfin, j'étais au bout de ma vie. Je me suis dit, enfin, c'est quoi son problème, en fait? Enfin, et je savais très bien que de toute façon, derrière, j'allais pas avoir la sainte parole parce que il y avait que sa parole à lui qui comptait. Donc, pas forcément. Bah oui, et puis, en plus, déjà, quand tu réagis, alors, je sais pas.
c'est même pas bizarrement, c'est juste que lui estime que tu fais pas assez bien les choses, enfin dire bonjour, être poli, je sais pas quoi. C'est déjà pour un petit détail comme ça, il te reprend de cette façon. Si jamais tu parles pour autre chose, qu'est-ce que c'est, quoi? Comment il va réagir? C'est ça. C'est vraiment le climat de tension où toi t'es vraiment dans ce huis clos où tu peux pas parler, tu peux pas réagir. Bah c'est ça, je pouvais rien dire, rien faire. Je voyais même une psychiatre à l'époque suite à ça, mais j'avais pas non plus confiance parce que à une séance, elle avait quand même osé me dire oui, alors je sais plus qui lui avait dit ça, ma mère et mon ex-beau-père peut-être, ou quelqu'un en tout cas, ou peut-être que ma mère, ou lui seul, je sais plus, m'a dit de te parler du coup de ce qui s'est passé avant avec ton père et tout. Bah en fait non, enfin ça se passe pas comme ça, genre c'est moi qui parle de ce que je veux déjà, et en plus ils n'ont pas à s'interférer là-dedans. Donc j'avais aucune confiance en ce que je leur disais, en ce que je lui disais à elle plutôt, et du coup bah j'y allais mais je racontais rien, enfin j'avais rien à raconter, enfin j'avais vraiment pas confiance, c'était terrible. Et j'ai dû finir par arrêter de l'avoir, je pense, et c'était tant mieux parce que en fait, bah, j'avais aucun gain à aller la voir parce que j'avais pas confiance, quoi. Pas du tout, c'était pas du tout une aide pour toi finalement. Ça avait rompu la confiance en fait. Clairement, c'était mais pas du tout ok pour moi, quoi. Enfin, le respect de la vie privée, il y en avait aucun, quoi. Et ça a été terrible. Enfin, vraiment, c'est juste bah, immonde en fait. Et du coup, bah, forcément, bah, ça a mis 10 ans à ce que tout ça se passe. Enfin, ça a été très très long. Surtout que moi, j'ai suspecté pas mal de petites choses. Enfin, il y a eu pas mal de... Ce qui m'a un peu, comment dire, interrogé, c'est que, en fait, le commissariat, on a porté plainte. Il connaissait quelqu'un qui travaillait là-bas. Une des gendarmeries avec qui la gendarmerie qui s'occupait de nous travaillait, il connaissait aussi quelqu'un. Dans les dossiers de l'interrogatoire, il y a un juge qui a témoigné en sa faveur. Enfin, il y avait du monde un peu partout en fait. Et je pense que comme il était en fait franc-maçon, bah, tout ce petit monde-là, il s'entraide malgré tout. Et derrière, ça m'a un peu. Ça m'a pas vraiment aidé non plus. Bon, après, je n'avance rien parce que je n'ai pas de preuves et maintenant c'est passé. Mais c'est vrai que sur l'instant, je me suis quand même posé beaucoup de questions. Mais c'est surtout aussi au fait de la justice, c'est que la justice, en fait, bah, ça en rajoute une couche niveau maltraitance, parce que quand je vois que j'ai eu 10 ans de délai pour ne serait-ce que l'ensemble de la procédure du dépôt de plainte à la fin, et que j'en connais qui, eux, ont contacté le parquet en direct pour leur affaire qui est aussi grave, n'ont pas eu de retour au bout de 6 ans, je me dis, mais il y a un vrai problème. Et c'est surtout ça aussi que je laisse passer en message aujourd'hui, c'est que la justice est vraiment mais horrible et maltraitante. Après, je pense qu'ils font aussi avec les moyens qu'ils ont. Malheureusement, on ne donne pas les moyens associés pour que tout soit vraiment bien. Et en fait, il y a aussi, je pense, beaucoup de turnover, de choses comme ça. Enfin, il y a pas mal de monde qui bouge. Et puis, il y a aussi des gens qui sont en arrêt, des gens qui sont en vacances. Enfin, il y a de tout. Mais je pense que clairement, ça manque de moyens. Et derrière, les gens sont maltraités et les affaires sont négligées. Et résultat, on se retrouve dans des cas comme le mien avec 10 ans de délai pour avoir une simple condamnation. C'est juste pas possible. Je ne comprends pas. Condamnation et finalement où il est libre. C'est ça, il est libre assez rapidement pour des... C'est-à-dire que tu te bats pendant 10 ans pour c'est ça. Faire reconnaître ce que tu as subi. C'est ça. Et qu'au final, effectivement, il y a cette condamnation, mais qu'après, bah, en fait, il fait sa vie. C'est ça. Et en fait, je me dis déjà, libéré de la détention provisoire via un contrôle judiciaire, qui en plus a été levé au bout d'un moment parce qu'il y a eu une histoire de document qui n'a pas été signé ou d'erreur de date sur un document, je sais plus, il y a eu un problème sur un document qui fait que son contrôle judiciaire a été levé. Donc pendant tout le temps des procès, il n'y avait pas de contrôle judiciaire. Donc ça, j'ai trouvé ça déjà horrible parce qu'il pouvait se balader partout. Bon, pas dans le département, mais il pouvait se balader partout. Et c'est encore pour des motifs très flous de la part de la justice sur le fait que sa détention provisoire a été levée, que sa peine de prison sans aménagement de peine a été levée. C'est vraiment des choses qui ne devraient pas arriver en fait de base. Et clairement, il n'y a aucun respect des victimes parce qu'en plus,
comme on a des audiences sur des années différentes et des types d'audiences différents entre la première audience, l'audience en appel et en cassation, on n'a pas les mêmes juges qui suivent les affaires. Donc forcément, on repart sur quelqu'un de nouveau, qui ne connaît pas l'affaire ou très peu, qui du coup va pas forcément la gérer comme l'a fait la personne précédente, ou va être plus sévère, ou va être moins sévère, on ne sait pas. Vraiment, ça va être mais terrible, terrible. Et il y a même un des avocats de la défense, je crois, qui a quand même dit, je cite, c'est une affaire qui donne envie de s'en laver les mains, tellement elle est horrible, quoi. Enfin, c'est vraiment, mais c'est terrible. Il n'y a aucun accompagnement des victimes là-dessus. On est laissé pour compte sur des délais de... Moi, quand je vois délibéré reporté, délibéré reporté, délibéré reporté... Ah bah ouais, quand c'est reporté, quand c'est reporté une fois, à la limite, bon, je peux comprendre, voilà, ça peut arriver. Mais 6 fois, et que j'ai le retour qu'au bout de presque même pas un an, je me dis, c'est pas normal. Non, c'est clair. Convoquer quelqu'un au tribunal à côté de son... Enfin, à quelques mètres de son agresseur pour au final lui dire bah revenez l'année prochaine, on n'a pas le temps de traiter votre dossier, c'est juste lamentable aussi. Enfin, c'est vraiment tout un système judiciaire qui est à revoir de fond en comble. Enfin, sans parler de la soumission chimique, mais d'une manière plus globale, parce que c'est vraiment terrible. Et même finalement aussi pour la soumission chimique, c'est de vraiment prendre en charge d'une meilleure manière ce trauma et ce process, parce que de moi à l'époque, enfin personne parlait de soumission chimique, c'était plus agression par personne vulnérable, ou par effet de vulnérabilité, par personne ascendant, des choses comme ça. Mais personne parlait réellement de soumission chimique, alors qu'aujourd'hui, il y a quand même des choses qui sont mises en place, je pense notamment par Sandrine Josso, la députée, du fait qu'on rembourse à 100% les tests de détection de soumission chimique dans 3 régions pilotes, pour que justement ça soit pas aux victimes de subir ça, d'être prises en charge et accompagnées de la meilleure façon possible pour que tout soit bien dans la procédure pour le dépôt de plainte et le suivi de l'instruction, et que ce soit pas à elles de payer pour le traumatisme subi en fait. Parce que ces tests coûtent extrêmement cher et ils peuvent pas se faire n'importe où dans n'importe quel labo. Et c'est vraiment dans des labos très particuliers, spécifiques, voire des unités médico-judiciaires. Mais elles ont toutes des urgences H24. Donc, passer une urgence parmi une urgence parmi une urgence, bah, c'est pas forcément possible. Et dans ce type de cas, le délai, il est vraiment très court. On n'a même pas que quelques heures pour les prélèvements d'urine, prise de sang et compagnie. Enfin, c'est vraiment terrible. Et moi, je me dis qu'on m'a prélevé des cheveux que 3 semaines après. Enfin... c'est quand même faramineux. Enfin, il y a vraiment un travail de fond à faire sur la prise en charge des victimes en France. C'est vraiment, mais enfin, moi je trouve ça, mais enfin, c'est choquant. Et après, je pense que les juges, les greffiers, les avocats, ils sont pas vraiment responsables, parce que c'est aussi du fait des moyens qu'on veut bien leur donner, et du manque, je pense, aussi de juges et d'avocats qui se fait sentir, ou de greffiers qui se fait sentir dans les tribunaux, qui fait que c'est engorgé. Et aussi, justement, de personnes qui soient aussi formées, qui sachent de quoi elles parlent quand justement elles ont des victimes de violences en face d'elles, qui sachent réellement ce que sont les violences, comment elles se manifestent, quelles conséquences elles ont. C'est ça. Et c'est ça qui est, je trouve, important, c'est d'accompagner réellement les victimes, parce que franchement, c'est quelque chose c'est vraiment très important, et même dans la prise en charge qui suit, parce que quand on a eu les audiences, donc mon avocate a demandé des dommages d'intérêt. Mais déjà, bon, ce qu'elle a demandé, c'est moindre par rapport à l'ensemble des faits. Mais elle a quand même demandé 12 000 euros de dommages et intérêts. Même si ça reste pas assez, c'est déjà quand même pas mal. Mais finalement, ils ont réduit ça à 7 000 euros. Sauf que 7 000 euros, ça couvre quoi sur les 10 ans? Ça couvre même pas un quart de mes dépenses psychologiques. Clair. Parce que c'est pas ça qui va payer mes traitements. C'est pas ça qui va payer ma psychiatre, ma psychologue. C'est pas ça qui va m'aider à sortir la tête de l'eau, en fait. C'est juste lamentable. Et heureusement, mon père, bien généreux, m'a donné la part qu'il a reçue en dommages d'intérêt, même si elle est bien moindre par rapport à moi. Mais même ça m'a pas aidé en fait. Et heureusement qu'au début, mes parents m'aidaient pour la prise en charge de mes soins psy, parce que c'est juste pas possible. Ça coûte cher. Et les traitements, ça coûte cher. Enfin, moi, là, j'en suis à ma 10e année de thérapie, parce que j'ai commencé juste
je pense l'année qui a suivi ou l'année d'après qui a suivi le dépôt de plainte, j'ai trouvé une personne mais formidable qui m'a soutenue du début à la fin, qui est vraiment mais hyper à l'écoute, hyper ouverte. Enfin, c'est vraiment mais c'est une âme vraiment mais incroyable. Enfin, vraiment un coup de cœur psychologique. Enfin, niveau psy, c'est vraiment mais génial. Et sans elle, mais je me serais mais écroulée quoi. Enfin, et ça, personne n'a pris en charge. J'ai pas eu de prise en charge de frais, j'ai rien eu. Alors qu'en discutant avec un avocat que j'ai rencontré sur un plateau télé l'été dernier, dans les dommages et intérêts, ça. C'est ça, il était choqué. Et si l'avais rencontré avant, je pense qu'il aurait pu m'aider à faire une démarche pour peut-être demander une meilleure prise en charge. Mais dans tous les cas, là, ça faisait trop longtemps que le délibéré avait eu lieu, etc., que c'était fini. Mais, enfin, moi, franchement, je me suis sentie lésée parce que j'ai pas été indemnisée à hauteur du préjudice. Ouais. Et personne m'a accompagnée derrière au niveau judiciaire et reconstruction pour que je puisse évoluer et grandir, en fait. Toute toute ma période de jeune adulte, elle était broyée, elle a été brisée. J'ai vécu comme une sorte d'ellipse où j'étais en train de survivre, je vivais comme je pouvais et je faisais de mon mieux pour survivre. J'ai quand même réussi à me trouver du boulot malgré tout. J'ai été soutenue par mes managers à l'époque parce que comme j'avais encore des déplacements aux tribunaux, j'ai quand même dû leur expliquer que j'avais des petits soucis et qu'il fallait que je me déplace. Et je leur ai expliqué parce que j'allais encore pas bien à ce moment-là, donc j'avais eu quelques arrêts maladie et elles m'ont beaucoup soutenue, elles m'ont aidé à prendre confiance en moi, à me permettre d'évoluer dans le monde du travail. Enfin, ça m'a vraiment été un tremplin pour moi. Mais le reste, la justice m'a pas aidée, enfin, ça a été niette. Et ça m'a bouffé ma vie. J'ai eu une longue relation de 5 ans, il y a jusqu'à 2023. Mais ça m'a bouffé ma relation parce que j'étais vraiment pas bien. Bon, après, il y avait autre chose aussi qui faisait que ça n'allait pas, mais j'allais quand même toujours pas bien, j'arrivais pas à m'en sortir. Et je végétais et j'étais clairement en dépression et j'arrivais pas à m'en sortir. C'était vraiment mais terrible. Et la justice n'a pas aidé. Enfin, vraiment, une fois que le délire est fait, mais on vous laisse dans la nature et terminé. Enfin, alors que c'est quand même grave ce qui se passe, quoi. Enfin, ça, je pourrais épiloguer pendant des heures, mais c'est un sujet que je trouve vraiment important. C'est la prise en charge des victimes, quoi. Oui, mais c'est trop peu. Enfin, c'est trop minimisé en fait. C'est quand même grave ce qui se passe et enfin personne prend à hauteur les préjudices quoi. Enfin c'est ni les séquelles d'ailleurs qu'il peut y avoir. Enfin moi j'ai eu beaucoup de séquelles dans mes relations personnelles et intimes et même encore aujourd'hui j'ai d'autres traumas qui se sont débloqués que j'essaye de travailler aussi parce que enfin quand j'en résous un il y en a un autre qui débarque dire bonjour donc c'est hyper compliqué et enfin on n'est pas préparé à ça en fait. Et moi, j'ai envie de dire aux gens quand même, porte plainte, vas-y, il faut le faire. Enfin, c'est important, il faut te battre malgré tout. Mais quand je vois les délais que j'ai aussi, mais ça me décourage pour eux aussi parce que j'ai envie de leur dire d'un autre côté, non, parce que voilà ce que tu vas avoir. Mais enfin, c'est tout un problème en fait. C'est hyper ambivalent et c'est un vrai sujet, je pense, d'actualité, le fait que la justice, ça doit être refait, enfin refondé, il doit y avoir quelque chose. Ça peut pas être comme ça en fait, c'est pas possible. On peut pas avoir une affaire grave sur une pile de dossiers comme une autre, même si elles sont toutes graves, et traiter comme ça au fil de l'eau, comme on peut, et advienne que pourra quoi. Pour moi, c'est juste pas possible en fait. C'est vraiment c'est le message compliqué. C'est le message que tu aimerais faire passer. C'est ça. C'est ça. Pour conclure Pour conclure, ouais, c'est ça. C'est que la justice est vraiment très maltraitante et il n'y a aucune prise en charge de victimes à proprement parler. Et vraiment, il y a un gros travail à faire là-dessus. Parce que personne va nous... Enfin, à part nos avocats qui sont là pour nous aider, nous représenter et tout, personne va nous dire ça va aller, l'audience ça va se passer comme ça, vous inquiétez pas, vous aurez... Enfin, personne n'est là pour nous rassurer, nous expliquer la suite, sur l'après, nous dire ça va aller pour l'après, comment ça va se passer, la prise en charge et tout. Enfin, vraiment, il n'y a rien de tout ça, quoi. Enfin, je trouve ça quand même monstrueux. Enfin, je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là à être maltraitée par la justice pour en avoir échangé avec pas mal de personnes. Il y en a qui sont dans des cas encore bien différents des miens et bien plus complexes.
Et je me dis, mais c'est pas possible en fait. C'est juste pas possible. Ça peut pas encore être comme ça en 2026, quoi. C'est pas possible. Faut que ça change en fait. Ben, j'espère vraiment que ton témoignage pourra faire changer les choses j'espère. À ton échelle, à l'échelle du podcast, mais je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Je sais que suite à des témoignages que j'avais faits sur des médias ou autres, j'ai quand même une dame qui m'a contactée pour me dire qu'elle avait vu mon témoignage et que malheureusement elle vivait ça dans sa famille vis-à-vis de ses filles et de son compagnon, et je lui ai envoyé tout mon soutien et je lui ai dit que j'étais présente si elle avait besoin, que s'il avait des questions, que fallait pas hésiter et que en tout cas il fallait se battre et que ça allait aller et que elle allait s'en sortir. Mais c'est vrai que c'est touchant aussi de voir des gens qui nous contactent suite à ça, parce que ça montre que le témoignage il sert et que les gens en fait ils se reconnaissent dedans et qu'ils finissent par comprendre que malheureusement eux aussi sont dans cette situation, mais que ils peuvent s'en sortir et que malgré tout il y a des solutions et qu'ils sont pas tout seuls, quoi. Oui, en tout cas je suis sûre que ton témoignage sera très utile pour toutes les personnes qui vont t'écouter. Merci beaucoup, j'espère. Romane. Merci à toi, ça me fait très plaisir de témoigner. Je trouve que c'est très important. J'ai plus le même regard sur le sujet, donc maintenant c'est plus par prévention et accompagnement. Donc c'est vraiment important, je trouve, d'être présent pour dénoncer et aussi agir en conséquence, quoi. Et accompagner aussi surtout les victimes. Ouais. Parce qu'il y en a encore beaucoup trop de victimes de soumission chimique et trop peu écoutées et accompagnées, quoi. Romane a aussi voulu ajouter une petite précision concernant sa mère, qui était sous l'emprise de son beau-père à l'époque. Quand ma mère a eu accès au dossier, donc elle s'est portée partie civile pour le procès, etc. Et là, elle m'a soutenue. Elle a été présente à chaque moment, même quand elle a voulu laisser tomber et arrêter de se battre. Je l'ai soutenue, on s'est soutenus et la relation, elle n'a pas changé. On est sortis plus fortes de ça et je sais qu'elle a aussi vécu des choses difficiles et je lui en veux pas. On est restés proches et c'est pas ça qui a abîmé la relation. Je lui ai pardonné parce que c'est quand même ma mère et qu'elle était aussi sous son emprise à lui et que elle pouvait rien voir de toute façon. Et je lui en veux pas. Encore un grand merci à toi, Romane. T'es pas toute seule et on te croit. Et si vous aussi vous avez envie de raconter votre histoire au micro du podcast, vous pouvez me contacter sur Instagram ou par mail à l'adresse suivante aprèslevide.podcast@gmail.com. À dans 2 semaines pour le prochain épisode d'Après le vide.